Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, vos questions et vos contributions, je pense, recoupent parfaitement celle de la communauté internationale d'une façon générale, et même des Maliens dans leur grande majorité. Je voudrais, avant de répondre de façon spécifique à chacun des intervenants, faire l'effort de situer un peu le contexte pour comprendre un peu la démarche du gouvernement et la logique qui la sous-tend. Nous sommes arrivés aux affaires le 7 juin 2021. À 9 mois de la fin officielle de la transition, prévue pour 18 mois. La transition repose pour sa réussite sur 3 piliers. Le pilier sécuritaire, le pilier de la justice, la lutte contre l'impunité, le pilier social. Le quatrième, je disais 3, le quatrième c'est le pilier des réformes politiques et institutionnelles. Notre pays s'est retrouvé dans cette situation. Au fond, lorsque vous regardez, c'est la question de la gouvernance qui est en réalité au-delà du terrorisme international, c'est la question de gouvernance. De la gouvernance qui a désorganisé et déstructuré notre État. Vous savez, au lendemain de la chute de Kadhafi en Libye, dont les conséquences s'étendent maintenant sur l'ensemble de l'Afrique, au lendemain de cette chute, le Mali a été le premier pays où l'État s'est effondré. C'est vrai, il y avait une rébellion armée au nord, mais la plupart étaient venus de Libye. Les forces armées de la rébellion sont venues de Libye, même s'il y avait des connexions extérieures. Pourquoi l'État s'est vite effondré ainsi? Il faut se poser la question. Parce que si on ne se pose pas cette question, on ne comprend pas pourquoi il y a le soulèvement de 2020 et pourquoi aujourd'hui il y a une certaine incompréhension entre le gouvernement et une partie de la classe politique. Cette malgouvernance, en réalité, a désarticulé l'État malien sur tous les plans. D'abord son armée, 500 rebelles venus de l'extérieur, en quelques semaines, ont occupé les 2/3 du pays. Pourtant, c'est un État qui était cité comme démocratie, en tout cas dans le lexique officiel international. Quelques semaines. Parce qu'en vérité, la malgouvernance avait atteint le cœur du système de défense. Et à la date d'aujourd'hui, c'est l'une de nos préoccupations majeures. La malgouvernance a fait de l'impunité de la corruption la règle au Mali. Ce qui a conduit à cette sorte de rupture entre les populations et les institutions. Vous avez d'un côté le Mali légal
que l'interlocuteur des partenaires est le Mali réel. L'État s'est effondré, la gangrène s'est étendue sur toute la région, le terrorisme a pris de multiples formes et aujourd'hui c'est toute la sous-région qui est sous la menace. Et donc nous pensons qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas changé la façon de gérer dans le fond du pays, on aura beau faire tous les soutiens à la République du Mali, le résultat ne sera pas au rendez-vous. Vous avez l'aide internationale massive qui a été apportée au Mali pendant 30 ans, certainement plus que beaucoup d'autres pays africains. Ça n'a pas changé grand-chose. Vous avez le pays cité un exemple de la démocratie en Afrique pendant longtemps. Mais chaque fois qu'on le dit, on oublie deux choses. Pendant les 30 ans, nous avons eu deux crises politiques majeures. L'une a failli emporter le régime en 1997. La seconde, dans son développement, aboutit au changement de régime. Mais ces deux crises ont la même source. C'est le rejet des résultats des élections. C'est pour cela que c'est depuis 2002, ça fait bientôt 20 ans, que l'ensemble des forces politiques et sociales du Mali a exigé des différentes autorités la mise en place d'un organe indépendant d'organisation des élections, dans le souci de minimiser les risques de contestation. En 1998, il y a eu une contestation pour les ambassadeurs qui sont informés. Vous verrez dans les archives de vos ambassades qui a duré 5 ans. Le président a été installé, il y a eu un soulèvement, il y a eu des morts, des emprisonnements, même des acteurs majeurs comme le père de l'indépendance, l'auteur de l'hymne national du Mali, a été emprisonné à la suite de cette guerre, de cette crise politique. Pendant 5 ans, le président a été contesté. En 2002, cette situation a favorisé l'avènement d'un indépendant au pouvoir, parce que la population ne voulait plus de la classe politique. C'est un indépendant militaire à la retraite qui est venu et la population a voté pour lui. Parce qu'il avait un discours, retrouvons ce qui nous unit, parce que la société était divisée. Il a réconcilié les Maliens pendant 5 ans. Il a travaillé, il s'est investi dans les actions de développement. Personne ne peut nier. Mais la question majeure de la lutte contre la corruption a été laissée de côté. Elle nous a rattrapés. Parce que la raison fondamentale de l'effondrement rapide de l'armée, c'est que la corruption et l'impunité avaient gangréné ce corps. Peu de citoyens savaient où partait le budget alloué à l'armée par le peuple. Donc, à la suite du changement de régime en 2002, le nouveau président qui s'est installé, il avait un discours, redresser l'armée. C'est autour de ce mot d'ordre que la population s'est mobilisée. Le président a été quasiment plébiscité en 2013. Au bout de 5 ans, la situation a empiré. Nous avons eu 5 ministres de la Défense, 6 ministres de la Défense en 5 ans, 6 chefs d'état-major général de l'armée, 6 ministres de l'Intérieur, 6 ministres de l'administration territoriale. Tous les secteurs régaliens de l'État ont été soumis à la même situation. Et comme on dit, l'armée, c'est la grande muette. Elle ne parle pas. Les partenaires du Mali le savent très bien. Toute tentative de traçabilité, souvent, même des ressources qui sont injectées de l'armée,
était confronté à des obstacles. Les ressources allouées à l'armée, même le Malien de la rue, la première des choses dont il vous parle, il a le sentiment, à tort ou à raison, que toutes ces ressources sont détournées. Certains disent 20, 30, 40%. On annonce aux Maliens des équipements militaires. Tout le monde applaudit. Un an après, on se rend compte qu'il n'en est rien. Mais les fonds sont sortis des caisses de l'État. Les citoyens disent, nous attendons les élections pour arbitrer et sanctionner le président. Les élections arrivent. Pour ceux qui étaient là en 2018, vous connaissez la suite. On est tombé dans une crise politique qui a déstabilisé tout le pays. Dans toutes les grandes villes du Mali, et partout où il y a les Maliens de l'extérieur, c'était des manifestations montent pendant un an. C'est en ce moment que la CEDEAO a intervenu. Elle a envoyé une mission de très haut niveau, dirigée par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria. Qu'est-ce que cette mission a mis dans son rapport? Elle a écrit une extension, je cite de mémoire, qu'aucune élection ne doit plus être organisée au Mali. Pour éviter des crises répétitives, aucune élection ne doit plus être organisée sans faire les réformes nécessaires. C'est écrit noir sur blanc dans le rapport de la mission de la CEDEAO. Je vous lis une extension. Prenant acte de la prolongation de la législature, selon l'avis de la Cour constitutionnelle. Ça, c'est parce qu'à cause de la crise, on n'a pas pu faire les élections législatives. Donc, le gouvernement a prolongé le mandat des députés. Donc, la CEDEAO est venue à la rescousse. Il dit donc, prenant acte de la prolongation de la législature et au regard des dysfonctionnements largement reconnus et évoqués par tous les interlocuteurs lors du scrutin présidentiel passé, il est impératif que le gouvernement et tous les acteurs sociopolitiques conviennent de manière consensuelle d'entreprendre les réformes courageuses des cadres légaux, y compris la Constitution de février 1992, et du système électoral afin d'engager dans les prochaines avant de s'engager dans les prochaines échéances électorales que compte mener le pays. C'est en 2018. La CEDEAO a demandé de faire des réformes courageuses avant toute autre élection. Le gouvernement n'a fait aucune réforme. Il est allé aux élections en 2020, sans les réformes. Le résultat, c'est le soulèvement au lendemain des élections. Parce qu'une bonne partie de la population qui avait des frustrations, qui attendait la fin du mandat du président pour le sanctionner, a considéré que sa victoire a été volée. Elle a manifesté pendant un an. La CEDEAO a intervenu, a demandé au gouvernement de ne plus faire d'élections avant de faire les réformes exigées par les Maliens. Le gouvernement s'est refusé aux réformes. À la date d'aujourd'hui, ces réformes ne sont pas faites. En 2002, je précise, il avait été demandé un organe unique indépendant des élections, après la crise de 1997. Le président qui a été élu a fait 11 ans. Il n'a prévu de mettre en place l'organe unique qu'à la fin de ces 10 années, donc au moment où il quitte le pouvoir. Bon, Dieu en a décidé autrement, son pouvoir a changé avant la fin. Le président élu en 2013 a promis de mettre l'organe unique indépendant des élections. Il a fait 5 ans, il ne l'a pas mis en place. Ils ont prévu au dialogue national tenu en 2019 qu'ils vont le mettre en place en 2023, autrement dit à la fin de son mandat. Donc l'exigence de mettre en place un organe unique indépendant, ça fait 20 ans que les Maliens le demandent. Chaque fois qu'un parti prend le pouvoir, il ne le met pas.
au bout, c'est une crise politique. Et c'est pour cela que toute la société malienne, la société civile, les partis politiques, tout le monde a exigé à l'unanimité la mise en place d'un organe unique indépendant. Jusqu'en mars 2021, à la dernière mission de la CEDEAO. Comme par hasard, à partir du 7 juin, un nouveau gouvernement s'installe. Hop, une partie de la classe politique dit on n'a plus besoin d'organes uniques. Allons-y aux élections avec l'ancien système. J'ai dit, quand on ne tire pas les leçons de son histoire, on ne corrige pas les erreurs. Ça fait 20 ans de crise politique répétitive parce que les citoyens n'ont pas confiance dans le système électoral. Je ne dis pas que l'organe unique va faire en sorte qu'il n'y ait pas de contestation. L'objectif, c'est de minimiser les risques de contestation. C'est pour cela que le gouvernement a pris la décision de mettre en place cet organe. Nous sommes convaincus que seul le gouvernement de transition peut le mettre. Parce que les principaux acteurs du gouvernement de transition, le président, le premier ministre, les membres du gouvernement n'ont pas d'intérêt personnel dans ces élections. Ceux qui sont contre l'organe nous disent il ne faut pas le mettre en place, ça va prendre du temps, ça va aller au-delà de la date prévue. J'ai répondu deux choses. La première, c'est que c'est le même argument qui a été utilisé en 1997. Pendant 2 mois, le gouvernement et les partis d'opposition ont discuté. Les partis politiques disent créons les minimums de conditions de transparence pour aller aux élections. Le gouvernement qui a fait 5 ans sans faire de liste électorale dit je suis tenu par les délais constitutionnels. Il a tranché en faveur des délais, la crise s'en est suivie. En 2020, de janvier à février, l'opposition disait au gouvernement vous avez prolongé le mandat des députés 2 fois, prolongez-le une dernière fois pour qu'on s'entende sur les minimums des conditions de transparence. Le gouvernement dit non, je suis tenu par les délais. Il est allé aux élections. Le résultat, c'est un soulèvement qui a conduit à la chute du régime. Je suis convaincu qu'aujourd'hui, si vous sortez les anciens dirigeants, vous les mettez au pouvoir, vous les dites de choisir, ils vont choisir de reporter les élections pour faire de meilleures élections. Ils avaient choisi les délais. Le pied est tombé dans l'impasse. J'ai donc expliqué à l'ensemble des forces vives de la nation que je n'ai eu cesse de rencontrer. Pendant 3 mois, nous sommes occupés de ce que j'ai appelé le balisage politique. Tout ce que le pays compte de forces vives, hommes politiques, syndicats, religieux, hommes d'affaires, chefs traditionnels, paysans, éleveurs, commerçants, les femmes, les jeunes, pour leur expliquer la nécessité de faire un organe unique pour minimiser les risques de contestation, pour qu'on ne tombe pas dans une autre crise après les élections, avec des incertitudes d'un autre coup d'État ou des crises politiques pendant 8 à 9 mois encore. La majorité de la population est d'accord aujourd'hui. Mais on est en politique. Il y a une partie de la classe politique qui dit qu'elle n'est pas d'accord. Elle est majoritairement composée, je préfère vous le dire parce que vous le savez, c'est les partis de l'ancienne majorité. Je les ai rencontrés. J'ai dit, mais vous ne pouvez pas nous demander de reconduire le même système qui a conduit à la chute du régime. On ne peut pas le faire. Il faut qu'on s'entende pour mettre un minimum de confiance dans le système électoral. Ils disent non, la CEDEAO a fixé des délais. Voilà ce qu'il y a. Le gouvernement a tranché pour la mise en place de l'organe. Mieux, et c'est la dernière réponse que j'ai donnée, si on ne remet pas l'organe en place, unique, on utilise l'ancien système. Dans tous les cas, on est obligé de mettre en place une commission nationale indépendante, parce que c'est ce qu'il y avait dans l'ancien système. Mais cette commission a été déjà dissoute. Donc il faut prendre des lois pour la créer. C'est le même temps qu'on va mettre pour mettre l'organe unique. Sauf que l'organe unique donne un peu plus de crédibilité. Je ne dis pas que c'est la panacée.
Le deuxième sujet, c'est les réformes politiques et institutionnelles. Je viens de vous indiquer ce que la CEDEAO avait recommandé en 2018, qui n'a pas été suivi. Les besoins de réformes politiques et institutionnelles datent de 20 ans. 1996, l'ancien président Alpha Mokone voulait modifier la Constitution, voulait faire réviser. À quelques semaines de son mandat, il y a eu des soupçons qu'il va modifier comme tous les chefs d'État africains le font. Vrai ou faux, les soupçons pesaient sur lui. À la dernière minute, après avoir voté la loi, fixé la date du référendum, ouvert la campagne, il a pris un décret pour tout stopper à la fin de son mandat. Amadou Toumani Touré vient au pouvoir. Il fait 10 ans. C'est la 10e année, à quelques mois de la fin de son mandat, qu'il voulait faire la réforme constitutionnelle. Son régime est tombé. Ibrahim Boubacar Keïta vient au pouvoir. Il veut faire la réforme constitutionnelle. Malentendu encore. Il recule à la dernière minute sous la pression populaire. Les ambassadeurs qui étaient là il y a 5 ans savaient, il y avait un soulèvement. Mais ce serpent de mer, il faut bien à un moment donné le prendre. Nous sommes convaincus que la transition est le meilleur moment pour faire les réformes difficiles. Parce que les partis politiques individuellement pris, l'expérience a montré qu'une fois qu'ils viennent au pouvoir, ils ne peuvent pas faire ces réformes, soit par calcul, soit lorsqu'ils veulent les faire, les populations les soupçonnent de manipuler les textes pour se maintenir au pouvoir. Ces soupçons ne pèsent pas sur la transition. En plus, est venu s'ajouter l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, qui nécessite des réformes constitutionnelles. La réforme de la Constitution est inéluctable. La loi électorale est inéluctable. La charte des partis. Nous avons 216 partis pour une population de 20 millions. Il ne peut pas y avoir 200 projets de société. Quand vous demandez à la population, elle n'a pas confiance dans les acteurs politiques. Et d'ailleurs, quand il y a eu le changement le 18 août, la plupart des diplomates que j'ai rencontrés, j'étais de l'autre côté en ce moment, ils me disaient, mais la population n'a pas confiance dans la classe politique. Elle a plus confiance aux militaires. J'ai dit à la classe politique, saisissons cette transition pour remettre la classe politique au centre du jeu, en jouant de façon transparente, que celui qui sera élu ne soit pas contesté. Une partie de la classe politique, essentiellement composée de l'ancienne majorité, dit non. Les délais sont fixés par la CEDEAO, il faut rester dans ces délais, quoi qu'il advienne. Le troisième problème, c'est la lutte contre l'impunité et la corruption. Je vous ai expliqué. L'effondrement de l'État, la déliquescence de l'État malien, c'est la malgouvernance. Je vous ai parlé d'ici les ravages que ça fait dans l'armée. Dans le reste de la société, c'est pire. Il y a un fort besoin de justice chez les Maliens. Et s'il n'y a pas la justice, le prochain soulèvement de la population va se rendre justice. Et ça va être le chaos. Pendant des années, les services de contrôle de l'État ont fait des investigations, des détournements à grande échelle, y compris dans l'armée. Tous les dossiers sont mis dans les tiroirs. Les militaires en 2018 ne se sont pas levés pour faire un coup d'État. Si c'était le cas, c'est les généraux et autres qui allaient le faire. C'est eux qui avaient l'appareil sécuritaire. Mais la réalité, c'est que la population s'est soulevée contre le régime. Aujourd'hui, dans tous les débats, on fait fi de ce paramètre-là. C'est un soulèvement de la population pendant 4 mois qui a affaibli le régime, était à terre, avec des morts,
des hommes ont ordonné aux forces spéciales antiterroristes, dont les tests de création disent clairement qu'ils ne sont pas autorisés à être utilisés dans le maintien d'ordre, ce qui tombe sous sens, que leur rôle est de lutter contre les terroristes. On finit les élections en 2020. Première contestation à Sikasso. L'unité antiterroriste quitte Bamako dans des véhicules spécialisés et débarque à Sikasso et tire sur la population. Le gouverneur de la ville n'est même pas informé. Il a sous son autorité la gendarmerie, la police, les forces de l'ordre. Il revient à Bamako. Le 10, 12, 11, 12, il y a des manifestations. Pendant 3 jours, ce n'est pas dans la rue, mais c'est devant une mosquée. Une unité spéciale des forces anti tire sur des citoyens. Aujourd'hui, on veut clarifier. On dit non, c'est la chasse aux sorcières. Vous avez suivi ce qui s'est passé la semaine passée. En réalité, c'est une tentative d'intimider le gouvernement pour qu'il recule. Parce que si le gouvernement reculait sur le dossier, c'est fini, il fallait enterrer la lutte contre la corruption. Nous avons plié, mais on n'a pas cédé. Parce que derrière cette manifestation de la police, il y avait autre chose. La preuve, c'est que le lieu où ils sont venus dire qu'ils vont libérer le policier qui était arrêté, il n'était plus là-bas. Et ils le savaient. La lutte contre l'impunité, elle va être menée de façon implacable. C'est une soif que les Maliens ont. Elle ne peut pas être reportée. Ce que nous faisons, tous les anciens dossiers qui étaient mis dans les tiroirs, nous les sortons, on les remet à la justice. Il y a des audits dans tous les secteurs qui sont engagés. Mais ces audits-là, nous ne pourrons pas les terminer. Il y en a qui vont prendre 5 mois, 6 mois, 7 mois, peut-être même plus. La transition aura passé. Ces dossiers seront remis aux nouvelles autorités. Mais nous allons créer un chemin vertueux pour rendre irréversible le processus de lutte contre la corruption. Les hommes politiques qui sont en train aujourd'hui de dire qu'il faut abandonner la lutte contre la corruption. Mais c'est à cette même classe politique que la population en veut, celle qui va reprendre le pouvoir. Et donc nous avons une obligation historique de rendre irréversible le processus de lutte contre la corruption. En quoi faisant? Tous les dossiers qui étaient mis dans les tiroirs, nous les sortons, on les remet à la justice. Les enquêtes qui seront menées pendant la transition seront remises au prochain gouvernement. Parce qu'il n'y a pas une autre solution. Si on ne met pas un organe unique indépendant pour organiser les élections, si on ne refait pas les réformes politiques et institutionnelles, si on n'engage pas la lutte contre la corruption, le changement de régime n'aura servi strictement à rien. Les manifestations populaires de 2020 n'auront servi strictement à rien. Et il y aura un autre soulèvement qui peut être plus sanglant. Parce que cette fois-ci, la population va régler les comptes. Les militaires qui viendront au pouvoir à la suite de ces soulèvements vont faire verser le sang. Parce qu'ils vont dire qu'il faut maintenant raser pour avoir la paix. Il y en a eu dans certains pays, dans les années 70. Nous ne voulons pas de cela dans notre pays. Le sang a trop coulé au Mali. Et c'est pour cela que la transition s'est fixée comme objectif de faire les réformes nécessaires, de lutter contre l'impunité et la corruption, de mettre en place un organe unique indépendant. Mais pour réussir tout cela, il faut créer un minimum de sérénité. Et c'est pour cela que lorsque nous nous sommes installés, nous avons posé une série de questions à nos collaborateurs, à la primature. Quelles sont les difficultés qui bloquent le fonctionnement de la transition? Pourquoi pendant 9 mois, aucun des grands dossiers n'a avancé? Ni les réformes, ni la lutte contre la corruption, ni la mise en place de l'organe unique. Sur aucune de ces réformes, il n'y avait pas de solution en juin 2021. Parce que le gouvernement a fait 9 mois à éteindre les incendies.
Chaque semaine, c'était les grèves. Quand ce n'est pas 2 jours, c'est 72 heures, c'est une semaine. Et il y avait une grève illimitée qui pesait tous les secteurs, tous les syndicats étaient en grève. Et donc, lorsque nous nous sommes installés, nous avons serré les problèmes en disant attaquons-nous au front social pour l'apaiser. Pendant 2 semaines, moi je faisais pratiquement, ma journée de travail c'est 20 heures. Souvent de 12 heures à minuit. De 12 heures à 2 heures du matin. Le résultat c'est qu'au bout, on a conclu des accords plus ou moins acceptables avec la majorité des syndicats. Parce que l'objectif était d'abord d'apaiser le front social pour pouvoir se concentrer sur les questions politiques. Et aujourd'hui, comme je dis, à part le syndicat des enseignants avec lequel il y a quelques incompréhensions qui vont être levées, je crois, dans les jours à venir, pour l'essentiel, nous avons apaisé le front social. Pendant 9 mois, ça n'a pas pu être fait. Donc les 9 premiers mois de transition étaient partis comme ça. Ça perd de profit. Pendant 9 mois, on n'a pas tranché la question de l'organe unique. Ceux qui disaient que ce n'est pas possible ne l'ont jamais démontré. Ceux qui disaient que c'est nécessaire n'ont jamais pu le démontrer. C'est très simple. J'ai demandé à ceux qui disent que c'est possible de faire un rapport. Je l'ai remis à ceux qui disent que ce n'est pas possible. J'ai présidé une réunion conjointe, les 2 parties. En 3 heures, on s'est entendu sur le fait que c'est possible. Mais que ça peut demander des réaménagements. En 3 heures de temps. Donc en une semaine, on a donné la réponse à une question qui n'avait pas de réponse pendant 9 mois. Même si cette réponse ne convient pas à tout le monde. Nous avons pris l'engagement que l'ancien gouvernement, peut-être à cause des troubles sociaux, a fait 6 mois pour se présenter devant le Conseil national de transition. Nous nous sommes engagés à le faire en 6 semaines. Le premier conseil des ministres, c'est le 16 juin. Le 30 juillet, c'est les 6 semaines, on s'est présenté devant le CNT, qui a voté le texte le 2 août. Donc, pacifier le front social, avoir de la visibilité par rapport à notre action devant le CNT, organe unique pour l'indécision s'est tranché, il reste la question des réformes. Nous avons dit que la soif de réforme des Maliens ne date pas aussi de 2020. Je viens de vous dire que la première tentative de réforme constitutionnelle date de 1997. La deuxième tentative de 2010. La troisième tentative de 2017. Chaque fois, les gouvernements étaient soupçonnés de manipuler la Constitution à leur profit. Pour une fois, vous avez des dirigeants qui ne peuvent pas être soupçonnés de manipuler la Constitution. Ils ne peuvent pas ne pas faire cette réforme. Vous avez la lutte contre la corruption. Si on ne le fait pas, on aura manqué à nos devoirs historiques devant notre peuple. Demain, on sera dans la masse en train de dire si on savait. Et lorsqu'il y aura un autre soulèvement dans le pays qui perd sanglant, on dira mais la transition n'a pas fait les réformes, la transition n'a pas lutté contre la corruption. S'ils avaient eu le courage de le faire, on aurait fait l'économie de ce troisième soulèvement. Et c'est pour cela que nous avons expliqué à nos frères de la CEDEAO que la transition, les autorités de la transition vont respecter leur engagement. Par contre, dans la réalité, ce que nous voulons maintenant, c'est que tout ce Mali qui est frustré, qui est victime de la mauvaise gouvernance, toutes ces forces-là, il faut les mettre ensemble et qu'elles définissent ensemble de quel type d'État ils veulent, de quoi ils ne veulent plus dans leur pays. Au Mali, vous savez, pour ceux qui ne le savent pas, dans la loi, c'était écrit que pour faire passer un marché public, dès qu'il dépasse 10 millions de francs CFA, il faut faire un appel d'offres. Et en matière de corruption, lorsqu'il est prouvé qu'un fonctionnaire a détourné plus de 10 millions de francs CFA, c'est la peine de mort.
même si on n'a pas exécuté des Maliens, mais l'épée de Damoclès planait sur la tête des fonctionnaires. On n'a jamais exécuté quelqu'un pour ça. Mais vous savez, un parti politique est venu au pouvoir, il a changé les lois. Il a mis que désormais, il faut qu'un marché atteigne 250 millions de francs CFA pour faire... C'est après qu'on fait du gré à gré. Donc on peut faire 249 millions, 989 000, et puis c'est du gré à gré, vous appelez un ami, un parent, vous lui donnez, vous fractionnez les marchés. C'est comme ça qu'on a démocratisé la corruption. Dans le Mali, tout le monde était assis, on a vu. La lutte contre la corruption, on a enlevé la peine de mort. Donc on peut détourner des milliards, on peut détourner le budget de l'armée pendant que les militaires meurent sur le terrain. On vous met en prison, on vous condamne à 20 ans, vous faites vos 20 ans, vous sortez, votre argent est stocké dans une banque à l'extérieur et la vie continue. Donc c'est pour cela que nous avons dit, lorsque tous les Maliens vont se retrouver, comme je vous l'ai dit, les partis politiques, les syndicats, les religieux, les chefs traditionnels, les paysans, les hommes d'affaires, les artistes, les handicapés, les jeunes, les femmes, les militaires, j'en passe. Quand ils vont fixer des règles, il y a des secteurs comme la lutte contre la corruption, comme l'organisation et la transparence des élections. Il faut que ces mesures soient constitutionnalisées. Parce que si les Maliens ne prennent pas leur destin en main, les partenaires ne peuvent pas passer le temps. Chaque 10 ans, c'est des coups d'État, c'est des soulèvements, c'est des insurrections. Tous les 10 ans, mais finalement, tout le monde va laisser le Mali. C'est pour que vous compreniez un peu la logique du gouvernement. C'est une logique de responsabilité historique. Parce que la majorité des Maliens regardent ce gouvernement. Ils ont leur espoir dans ce gouvernement. Et donc, si on suit seulement les clameurs de la classe politique et la communauté internationale qui a fixé des délais, en raison d'ailleurs, parce qu'elle ne peut pas encourager. Si aujourd'hui la CEDEAO nous disait « Ok, on est d'accord », mais on va lui dire qu'on va rester 4 ans. Donc nous comprenons que la CEDEAO dise « Niet, on ne peut pas vous accompagner dans ça ». Jusqu'à ce que vous nous donnez un chronogramme précis. Et c'est pour ça le communiqué de la CEDEAO, lorsque nous l'avons lu, nous l'avons analysé, nous avons dit que c'est un communiqué qui nous oblige à la responsabilité. C'est pour ça que nous avons dit qu'à la fin des assises nationales de la transition, de la refondation, qui vont se tenir, nous avons dit fin septembre, début octobre, les termes de référence, pour votre information, les termes de référence des assises sont déjà élaborés. J'ai fait 2 rencontres avec la classe politique. Et toutes les forces vives de la nation, je les ai rencontrées une à une. J'ai eu au moins une 40aine de rencontres. Il reste à peu près une 10aine. Ça, c'est pour faire le balisage politique. Pour expliquer la philosophie de la transition aux différentes couches, pour qu'elles adhèrent. Parce que les hommes politiques pensent que le Mali se limite aux partis. Je dis c'est vrai, c'est les partis qui ont vocation à diriger. Mais dans notre société, on a une autre façon de fonctionner. Vous remarquez dans les États démocratiques, aux États-Unis, en France, en Europe, dans beaucoup d'autres pays, lorsqu'il y a des problèmes, c'est les institutions qui les règlent. Mais chez nous, dès que le pouvoir a des difficultés, il quitte les institutions, il va vers les autres forces sociales. Les religieux, les chefs traditionnels, les syndicats. Mais nous avons dit qu'il ne faut pas attendre qu'il y ait des problèmes pour aller vers ces forces-là. Il faut aller vers elles pour définir ensemble comment notre État doit être géré. C'est pour cela que nous associons les syndicats, les religieux, les femmes, les personnes vivant avec le handicap, les paysans, le monde des affaires, pour qu'ensemble on définisse les contours du nouvel État malien que nous voulons. Qu'on constitutionnalise certaines dispositions, qu'on interdise un certain nombre de choses. La classe politique, une partie, n'est pas d'accord avec ça. Elle dit de ne pas faire les réformes, de les laisser au prochain gouvernement, qui serait, dit-on, légitime.
Mais il y a un gouvernement qui a été élu en 2018, il se considérait comme légitime aussi. Parce que, en réalité, il était légal, mais il n'était pas légitime, sinon il n'aurait pas tombé à la suite de 3 mois de manifestation. Et donc, c'est important que cette logique, vous la compreniez. En ce moment, vous pouvez être plus réceptif à ce que certains appellent une prolongation de la transition. Il n'y a pas de prolongation en réalité. Il y a une volonté de travailler avec méthode en tirant les leçons de ce qui est arrivé à notre pays pendant 30 ans pour ne pas retomber là-dedans immédiatement après les élections ou créer une situation où il y aura un autre soulèvement plus sanglant dans notre pays. C'est cette responsabilité que nous devons assumer. Il n'y a aucune malice parce que de toutes les façons, on ne peut pas tromper tout le monde. Comme le dit un célèbre homme d'État américain, on peut tromper tout le peuple une partie du temps. Et une partie du peuple tout le temps. On ne peut pas tromper tous les Maliens et toute la communauté internationale tout le temps. Nous le savons bien. Mais nous ne voulons pas sous la pression de la classe politique. Parce qu'en fait, le manque de consensus dont on parle, ça vient d'une partie de la classe politique. L'ancienne classe dirigeante qui a perdu le pouvoir en 2020, vous regardez toutes les contestations de ce que le gouvernement de transition fait, vient des partis de l'ex-majorité. J'ai rencontré les partis. J'ai dit au Mali, il y a eu 4 fois de changement de régime. Chaque fois que les régimes ont changé, et dans beaucoup de pays africains d'ailleurs, les tenants de l'ancien régime, pendant le coup d'État ou le soulèvement, certains ont perdu la vie. Ceux qui n'ont pas perdu la vie ont été mis en prison pendant des années. Ceux qui n'ont pas été mis en prison ont été interdits d'activité politique pendant des années. Au Mali, le président de la transition et le gouvernement ont dit on ne fera pas ça. On veut construire un système démocratique. Il faut commencer par la base à respecter les droits des citoyens. Le changement a eu lieu, il n'y a pas eu de diffusion de ça, par 2 fois. Les anciens dirigeants n'ont pas été, je me suis dit, ramassés et mis en prison. La semaine qui a suivi les soulèvements, les partis de l'ex-majorité ont commencé à faire les réunions publiques. Lorsque les forces antiterroristes tiraient sur la population, il y a des partis qui ont fait des meetings de soutien au gouvernement. Dans d'autres pays, les dirigeants là auraient été interdits d'activité politique. Nous avons dit non, on ne fera pas ça. Mais ce qu'on ne peut pas concéder, c'est les réformes dont le peuple malien a soif. C'est la justice. Nous ne pouvons pas faire de concessions sur ces 2 notions, parce qu'on aura failli à notre mission. Les Maliens qui se sont mobilisés pendant 3 mois, 4 mois, ceux qui sont morts, ça n'aura servi strictement à rien. On aura juste reporté en attendant le prochain soulèvement. Si ça s'est compris, vous pouvez en ce moment vous expliquer ce qu'on appelle le report de la période de transition. Et c'est pour cela que nous avons expliqué à nos frères de la CEDEAO que nous sommes en train de travailler. Je vous disais que les termes de référence des assises nationales et de l'organe unique sont élaborés. J'ai instruit aux 3 ministres chargés de ces questions qu'en début de semaine prochaine, dans le courant de la semaine prochaine, il faut organiser une table ronde des forces politiques, des forces sociales, pour aller vers un consensus. On n'aura jamais l'unanimité. Il y aura toujours des hommes qui diront qu'ils ne sont pas d'accord. Ayons le consensus le plus large possible. Une fois que ces termes de référence sont validés à la suite d'un consensus le plus large possible, elles serviront de matière première pour organiser les assises. Et nous avons dit que l'autre leçon que nous tirons du passé, ce qui a été fait par l'ancien régime, ça a été fait par des Maliens. Donc nous n'allons pas le jeter à la poubelle.
Nous allons le prendre comme élément de base. Les idées de ce que j'appelle les forces du changement, les mouvements politiques et sociaux qui a organisé le soulèvement qui a conduit au changement de régime, a des idées qu'il faut intégrer. Ce que j'appelle l'aile patriotique des forces armées de sécurité a des idées. Parce que même dans l'armée, il y aura des assises. Ça ne sera pas public, mais les militaires parleront entre eux pour dire ce dont ils ne veulent plus dans notre armée. C'est tout cela qui va servir de matière pour les assises. Ces termes de référence seront envoyés dans tout le Mali. Partout où l'administration est, ces termes seront débattus par les populations et les forces organisées de la société. Nous allons donc nous retrouver en octobre. Peut-être sur 2 ou 3 jours, c'est la commission d'organisation qui le dira, pour définir la nouvelle, c'est-à-dire la nouvelle maquette du Mali nouveau que nous souhaitons. De cette maquette, on tirera les différentes réformes qui sont nécessaires. Parallèlement, l'organe unique, l'organisation des élections continue son bonhomme de chemin. À la fin des assises, les modifications qui seront exigées par les assises seront intégrées dans le texte. Les techniciens travaillent déjà sur le texte. Il ne va pas attendre la fin des assises. Quand les assises vont demander des modifications spécifiques, ils seront intégrés au texte. Et donc, j'ai demandé au ministre qu'il faut qu'au plus tard, en fin septembre, nous puissions donner la date aux Maliens et à la communauté internationale, aux amis du Mali, la date de la tenue des assises. Une fois qu'on sort des assises, on doit être capable, cette fois-ci, d'élaborer un chronogramme clair, précis, avec des dates, et le présenter à nos amis. Parce que ce qui avait été élaboré la première fois était fait sous la pression, sans avoir imaginé qu'est-ce qu'il faut faire pour y arriver. Par exemple, lorsque le Premier ministre, mon prédécesseur, a donné le chronogramme en avril, il prévoyait de tenir le référendum au mois d'octobre, tout le monde savait que ce n'était pas faisable. Mais les uns et les autres ont dit, c'est pour apaiser la communauté internationale. Ce que nous disons, c'est la même chose que nous avons dit aux syndicats. Nous ne cherchons pas à apaiser. Nous ne voulons pas donner des dates qu'on ne va pas respecter, ou en tout cas qui sont difficiles à respecter. Si elles ne sont pas respectées, c'est à partir des conditions objectives que nous allons exposer. On ne restera pas dans les généralités. Les syndicats, je leur ai dit la même chose. Toutes les grèves, on les a négociées. C'est lorsque nous avons tenu le discours de la vérité. Parce que je me suis rendu compte, arrivé à la tête du gouvernement, que tous les textes que le gouvernement avait signés, les décrets, les lois pour accorder des avantages aux magistrats, aux enseignants, aux huissiers, aux gardiens des prisons, quand vous les mettez ensemble, ça fait 1400 milliards. Ça fait la moitié du budget de l'État malien. J'ai dit aux syndicats que dans aucun État du monde, on ne peut consacrer la moitié du budget à payer les salaires. On ne peut pas le faire. Donc, on a dit ce qui est faisable. Et ce qui n'est pas faisable, on ne peut pas le faire. C'est ce discours qui n'a jamais été tenu. Les syndicats l'ont apprécié. Et on a négocié qu'est-ce qui est possible. C'est la même chose que nous faisons par rapport à l'agenda de la transition, au calendrier de la transition, au chronogramme de la transition. Au sortir des assises, les Maliens même n'accepteront pas que le gouvernement ne leur dise pas quand est-ce que la transition va finir. Les Maliens même ne vont pas l'accepter. Parce que la majorité des Maliens, contrairement à ce que les uns et les autres, ne veulent pas d'une transition qui perdure. Mais la majorité des Maliens ne veulent pas d'une transition bâclée qui va nous conduire à l'impasse encore. C'est toute la nuance. Je voulais donc vous donner cette assurance. Ça a été long, j'ai fait exprès parce que quand je regarde les questions qui ont été posées, l'essentiel de vos questions, des questionnements, des préoccupations, c'est sur l'agenda de la transition.
le calendrier des élections, le chronogramme des élections. Je voulais juste vous expliquer pourquoi ça avait été difficile et pourquoi nous avons la responsabilité de conduire les affaires de l'État aujourd'hui en nous interrogeant de façon précise. Pourquoi les Maliens se sont soulevés en 2020? Qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser les risques d'un autre soulèvement? Pourquoi en une décennie il y a eu 2 coups d'État? Qu'est-ce qu'il faut faire pour minimiser les risques de coups d'État? Pourquoi en 30 ans, aucun Malien, les 90% ne font plus confiance en leur État? Pourquoi la corruption s'est généralisée au point que la colonne vertébrale de la nation qui est l'armée est atteinte? Qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ça? C'est la réponse à ces questions-là qui nous guide. Pas une prolongation pour prolonger. Voilà ce que je voudrais vous expliquer. Pour le reste, nous sommes persuadés que les partenaires que vous êtes, qui avez accompagné le Mali à chaque fois, non seulement quand tout va bien, mais lorsque ça ne va pas aussi, nous sommes convaincus que vous serez à nos côtés. J'ai donné une image à la CEDEAO en disant que la CEDEAO et le Mali, c'est comme un vieillard. Un vieux, le Mali a 60 et quelques années d'indépendance, qui a un fils qui est né en 1975, plus jeune. Ce vieux rencontre des difficultés, il tombe, il est dans une crise existentielle. Voilà son fils qui se présente à ses côtés, qui le prend par la main pour le sortir des difficultés. C'est exactement ce que la CEDEAO fait depuis une décennie. C'est pour cela que nous ne cesserons jamais de remercier les chefs d'État de la CEDEAO. Nous ne prenons pas du tout à mal leur position qu'une partie de la population peut considérer comme rigide ou anti-malienne, une partie de la population qui ne comprend pas. Les exigences de la CEDEAO sont des exigences de principe. Si ces exigences n'existent pas, certainement il y a des garde-fous qui n'existeraient pas. Pour le reste, nous avons donné l'assurance à nos partenaires de la CEDEAO sur la position desquels s'aligne maintenant la communauté internationale est organisée de manière que, une fois que la CEDEAO prend une position, l'Union africaine et tous les partenaires africains s'y alignent. Et donc nous avons dit à nos frères de la CEDEAO que nous leur donnions rendez-vous au lendemain des assises nationales de la refondation. Mais en attendant, la lutte contre la corruption va continuer son chemin. En attendant, nous allons continuer à négocier pour l'apaisement du front social. En attendant, nous allons continuer à préparer les réformes pour que le Mali soit sur une pente vertueuse, pour minimiser les risques de retomber dans la crise. Merci bien de votre attention. Ils veulent intervenir encore après ces éclaircissements. Vous savez, ce n'est pas comme les hommes politiques qui peuvent s'asseoir 10 heures de temps. Ils ont beaucoup de choses à faire. Alors, je voudrais vous remercier de l'attention toute particulière que vous avez prêtée aussi bien à nos propos liminaires qu'à ce que je viens de dire. Nous avons été très touchés par les propos des uns et des autres. Et je vous dis que le gouvernement de transition, les hautes autorités, notre peuple comptent sur la coopération internationale, comptent sur ses amis. Nous sommes dans les difficultés aujourd'hui. Et nous souhaitons, nous voulons, nous savons aussi que les vrais amis du Mali seront à ses côtés. Je voudrais vous remercier encore pour votre attention et vous dire que tous les ambassadeurs qui souhaiteraient avoir des discussions en bilatéral, en groupe, en format restreint, à partir d'aujourd'hui, nous sommes totalement disponibles. Comme je vous l'ai dit, je voulais d'ailleurs finir de parler avec les Maliens, parler avec les Africains, convenir de quelque chose et venir vous l'exposer, en sachant déjà par avance que vous allez nous accompagner. Merci bien, la séance est levée.